sexuelle, érotique ou romantique et affective. On doit pouvoir intellectuellement, pour y penser, tout dissocier, pour placer tous les curseurs possibles à tous les endroits différents, pour imaginer la variété de parcours et de liens et d'identités possibles. Pour pouvoir en parler. Et Le pour... fait de le nommer, ça permet de pouvoir le parler et Exactement. donc d'avoir un échange autour de ça. Alors que si on ne le distingue pas, bah, on ne peut pas en parler puisqu'on englobe tout en fait. C'est ça. C'est-à-dire on doit déjà faire une différence entre l'orientation sexuelle et affective et l'identité de genre, mais ça, je pense qu'on a l'air d'être un peu au clair là-dessus. C'est-à-dire qu'être, par exemple, homosexuel n'a rien à voir avec le fait d'être transgenre. On peut être transgenre et hétérosexuel, transgenre et bisexuel, transgenre et homosexuel. On peut avoir plein de... Enfin, comme une personne cisgenre. De la même manière, on a un sexe biologique qui en général est mâle ou femelle, mais il existe des variations du développement sexuel. Ça, c'est la biologie. Et ensuite, à la maternité, on assigne à la naissance, c'est un garçon, c'est une fille, avec plus ou moins de facilité. Parfois, c'est plus difficile, euh, concernant notamment les enjeux de variation du développement sexuel. Mais déjà, il y a une première assignation qui est faite à la naissance. Et cette assignation va entraîner une éducation, des rapports genrés, une identification, un rapport à soi et à sa famille, enfin, tout ce que vous savez en tant que professionnel en périnatalité. Euh, et l'identité de genre va pas forcément se refléter dans l'expression de genre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une expression de genre masculine en ayant été assigné garçon, mais en ayant une identité de genre féminine et en ne la révélant pas. Quand on est enfant ou adolescent ou même adulte. On peut avoir une identité de genre alignée sur son assignation biologique de garçon, mais porter du vernis à ongles et trouver ça chouette. Ça ne veut pas dire qu'on est une femme trans ou qu'on est en train d'aller vers une forme de transition de genre au féminin. Il faut vraiment réussir à bien différencier les différents niveaux. Je ne sais pas si là, je suis peut-être en train de vous perdre. N'hésitez pas à m'interrompre. Ouais, on reprendra dans la discussion si c'est nécessaire. Très bien. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Ok, Et si besoin, on reprendra. super, Ça te va? parfait. Merci. Du coup, merci de cette introduction qui nous permet d'avoir un peu davantage un éclairage sur un peu la réalité de ces personnes, de leur parcours, de ce qu'ils traversent, de ce qu'ils ont traversé, parce que ce dont moi je vais vous parler, en fait, dans le cadre de ma thèse, sont des personnes qui se sont présentées dans un service de PMA, donc alors d'AMP, d'aide médicale à la procréation. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez la distinction entre PMA et AMP. En réalité, c'est la même chose. On préfère parler d'aide médicale à la procréation dans la mesure où ça induit moins une dimension active du centre du service médical. Et donc, ça laisse une certaine position active aux couples, enfin aux personnes qui viennent pour cette demande de parentalité. Donc, les personnes dont moi je vais vous parler sont des personnes qui ont tout un parcours de transition, qui ont traversé finalement un certain nombre de questions, un parcours médical, et voilà, donc qui ont beaucoup cheminé. Moi, j'ai fait ma thèse auprès de personnes trans masculines, donc des hommes trans, qui étaient en couple avec des femmes cisgenres, qui donc constituaient un couple hétérosexuel et qui pouvaient, de par leur configuration de couple, bénéficier d'une demande de don de gamètes, donc de don de spermatozoïdes, dans un centre d'AMP. Donc ce travail de thèse a été fait en partenariat entre l'hôpital Cochin, donc le Sécos de Cochin, et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et il reprenait un travail que Colette Schilland, que vous connaissez probablement, avait engagé à l'époque dans le cadre d'un travail avec l'hôpital Necker et le centre Cochin, et qui a beaucoup évolué, mais je vais vous en parler. Mais voilà, ça c'est le point vraiment de la population que j'ai rencontrée. Alors, quand même, ce qui me paraît important tout de même à préciser, c'est parce que quand on parle d'aide médicale à la procréation, quand on parle de don de gamètes, on a l'impression qu'on ouvre une porte
qui peut donner un petit peu le vertige parce qu'il n'y a pas que le don de gamètes, il y a la gestation pour ou par autrui, il y a la technique de la FIV, micro-injectée, non micro-injectée, il y a la greffe d'utérus, il y a des possibilités en préservation de la fertilité de préserver des gamètes, mais de préserver aussi du tissu, donc de la pulpe testiculaire, du tissu. Enfin, il y a un certain nombre de choses, et donc ça peut donner un petit peu le vertige dans le sens où on a du mal à penser un petit peu ces avancées technologiques de la médecine avec la réalité des personnes qu'on accompagne, et puis nous-mêmes en tant que professionnels, ça peut être un peu compliqué. Donc il est assez important, et puis notamment en France, on a une loi qui s'appelle la loi de bioéthique qui encadre précisément toute la dimension de la manipulation du corps humain, et il y a toute une valence sur la question du don de gamètes, et ces questionnements éthiques restent un peu quelque chose qu'on essaye d'avoir à l'esprit pour se rassurer aussi en tant que professionnel, pouvoir bien accompagner les personnes qui sont dans ces parcours de soins. Et je tiens donc simplement à rappeler une définition importante qui est la définition de la santé, la définition de l'OMS que vous connaissez probablement, de 1948, qui est de définir la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc ça, c'est un point qui paraît assez important parce que ça s'est quand même inscrit dans une évolution de la médecine et une culture aussi de la médecine qui est qu'on peut quand même encore avoir un peu à l'esprit. Ça se rencontre encore dans les services des professionnels qui ont cette idée que en fait, la médecine, c'est quand même de guérir des gens qui sont malades. Et donc typiquement, avec l'AMP, c'est un petit peu compliqué. On a l'idée qu'à l'époque, l'idée c'était de pouvoir aider des personnes qui ont une infertilité d'origine pathologique, dont on pouvait bien identifier l'étiologie, et donc on venait un peu, alors non pas guérir, mais enfin pallier le préjudice que pouvait engendrer la pathologie qui donnait cette infertilité. Et donc, alors, du coup, voilà. Donc, ce point quand même de cette définition de la santé permet de garder à l'esprit quelle est la façon dont on entend la santé aujourd'hui, c'est quoi faire de la médecine. Alors ça paraît, c'est quand même extrêmement important quand on est dans des services hospitaliers parce que cette question est quand même extrêmement récurrente. Et puis avec la révision de la loi de bioéthique, donc c'est ça aussi que je voulais souligner, cette question réémerge aussi de façon très importante, d'autant qu'on parle aujourd'hui avec la révision de la loi de bioéthique vous avez dû en entendre parler, des demandes qui ne sont plus des demandes médicales mais des demandes sociétales. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, de distinguer demande sociétale de demande médicale, parce que si, par exemple, on prend la situation de préservation de fertilité, on peut préserver ça, on pouvait on peut toujours préserver sa fertilité lorsqu'on détermine qu'il y a une pathologie, quelque chose qui induit du coup ou une infertilité, un risque du coup de perdre la fertilité. Ça peut être ou avant la mise en place d'un traitement qui présente un risque pour la fertilité, ou bien une pathologie. Dans les deux cas, il y a une dimension vraiment médicale. Il y a eu, avec la nouvelle loi de bioéthique, la possibilité offerte aux femmes de pouvoir préserver leur fertilité. Alors, il y a des critères d'âge, mais de pouvoir leur proposer de préserver leur fertilité. Et donc, la loi parle là de préservation sociétale. Bon, moi, je ne sais pas, mais me semble-t-il que le fait que pour une femme, sa fertilité se réduit avec l'âge, je ne sais pas si c'est sociétal, me semble-t-il que c'est quelque chose d'assez biologique. Et donc, du coup, faire cette distinction, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, mais en tout cas, de la faire de façon aussi tranchée entre sociétal et médical, ça m'interroge, et on tend à l'utiliser comme ça de façon un peu rapide, et puis c'est présent dans la loi, et ça se réinterroge pas suffisamment, je trouve. Alors,
donc, quand moi je me suis engagée dans mon travail de thèse, donc auprès des configurations de couple que je vous ai présentées, il y avait très peu d'études qui avaient été faites sur la parentalité trans. Il y avait en fait 4 études qui avaient été proposées de situations de parentalité trans qui se portaient donc uniquement sur la question de savoir comment se développaient ces enfants. Est-ce qu'il y avait des troubles psychopathologiques présents? Est-ce qu'ils se développaient bien? Et surtout, la grande question, qu'en était-il de leur identité de genre? Donc ces 4 études avaient été faites dans des situations de contexte de personnes trans qui avaient eu des enfants avant de faire leur transition. C'est-à-dire qu'ils ont eu des enfants et ils ont fait leur transition de genre après. Donc ces 4 études se portent sur ces situations-là. Ce qui a été relevé, c'est qu'il n'y a pas forcément de choses compliquées pour ces enfants, à ceci près des choses qui peuvent être engendrées de par la situation de couple dont les parents se sont séparés, et donc des conséquences du coup pour l'enfant de la séparation, ou des enjeux qui pouvaient se passer au sein du couple parental vis-à-vis de la transition ou pas. Mais donc rien qui pouvait être directement imputé à la transition de l'un des deux parents. Il y a eu par ailleurs une seule étude donc, qui avait été faite de situations de personnes trans qui avaient eu un enfant, mais après leur transition, et c'est l'étude de Colette Schilland. Donc, qui avait fait une étude qui était quand même principalement qualitative, qui montrait qu'il n'y avait pas de problème spécifique pour ces enfants, que les enfants s'identifiaient dans leur sexe assigné à la naissance, il n'y avait pas de troubles spécifiques retrouvés chez les enfants. Et voilà, alors le problème qu'il y a eu avec cette étude, c'est que les critiques ont été un peu de dire oui, mais c'est quand même principalement du qualitatif, pas suffisamment du quantitatif. J'imagine que vous connaissez un peu ces éléments-là. Et donc, une autre étude a été proposée avec davantage d'outils quantitatifs. Et moi, mon travail de thèse, c'est greffé en fait dans ce travail-là. Alors moi, je n'ai pas utilisé pour ma thèse ces outils quantitatifs. J'ai utilisé un seul des outils en fait pour pouvoir tirer quelque chose du côté d'une approche qualitative que je pouvais moi proposer dans le cadre de ma thèse en psychologie d'approche psychanalytique. Ouais. Non, ce qui était constaté, c'était vraiment davantage la question du couple parental et la question aussi de l'âge de l'enfant, c'est-à-dire que lorsque l'enfant était plus jeune, au moment de la transition faite par le parent, il y avait moins de difficultés. Alors du coup, c'est peut-être un peu là où il y a des éléments de la transphobie qui pouvaient apparaître, c'est lorsque l'enfant était plus grand, notamment à l'adolescence, avoir un parent qui peut faire une transition, là du coup, il y a des éléments qui pouvaient apparaître. Bon, je vais passer ça et je vais venir davantage sur du coup voilà. Donc alors les activités du SECOS. Donc j'ai fait ma thèse en lien donc avec le SECOS de Cochin. À l'époque donc le SECOS, c'est le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme. Ce sont des centres qui ont été créés dans les années 70, donc en 73 il me semble. Alors ce qui est d'ailleurs je trouve assez intéressant de relever que les centres de dons de gamètes ont été créés avant la maîtrise de la technique de la FIV, puisque les premières naissances par FIV c'était dans les années 80. Et ce qui est aussi intéressant je crois à avoir à l'esprit, c'est que on n'a pas inventé le don de gamètes en créant le premier centre. Il existait avant ça, mais la pratique n'était pas du tout encadrée par des professionnels avec du coup la qualité d'une prise en charge, une structuration de rendez-vous, d'accompagnement. Les donneurs étaient un peu anonymes, mais en fait, c'était quand même compliqué de réellement le maintenir. Donc, en 73, se structurent des centres qui proposent de s'occuper du don de gamètes et donc de le coordonner. Néanmoins, il n'y a pas eu de loi qui l'a encadré. Alors, je crois que c'est au début des années 90, la première loi de bioéthique. Donc, du coup, c'est quand même arrivé longtemps après. Mais ça me paraît quand même important de se rappeler un petit peu de l'histoire de comment est arrivé le don de gamètes. Donc, moi, lors de mon étude, quelles sont les activités des SECOS? Alors, au niveau du don de gamètes, il s'agissait de pouvoir ne recevoir que
des demandes de couples hétérosexuels sur spécifiquement des indications médicales et avec un don qui était sous couvert d'anonymat et de gratuité. Aujourd'hui, donc ça a un peu évolué, c'est très récent puisque ça date de l'été dernier, la nouvelle loi de bioéthique. Aujourd'hui, le don de gamètes est possible donc toujours pour les couples hétérosexuels, mais également pour les couples de femmes, pour les femmes non mariées. Et le donneur, alors il y a toujours la gratuité, mais l'anonymat a un peu évolué. Alors elle n'est pas totalement levée. On peut parler de moi ce que j'appellerais de donneur semi-anonyme, puisque ça correspond en fait à une appellation qui est utilisée dans certains centres belges. Semi-anonyme, ça signifie que une personne qui est née d'un don, à partir de sa majorité, s'il le souhaite, et seulement s'il le souhaite à sa demande, il peut demander, alors ou bien avoir des informations sur le donneur ou la donneuse qui ne soient pas forcément des informations identifiantes, mais ça peut être également une demande d'avoir l'identité du donneur ou de la donneuse. Donc ça c'est aujourd'hui, mais dans le cadre de ma thèse, on était sur des donneurs absolument anonymes. Le parcours de soins des personnes trans du coup de l'étude est un peu différent de ce qui est possible aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque on avait des parcours de soins qui étaient quand même assez linéaires. Donc les personnes que j'ai rencontrées, ce sont des personnes qui ont en grande partie, je vais faire un peu des généralités, mais c'était quand même un peu la norme de l'époque. Donc ce sont des personnes à qui on a d'abord demandé d'expérimenter une transition sociale, ce qu'on appelait une expérience de vie réelle, avant de pouvoir commencer une quelconque transition médicale. Ensuite, on commençait un traitement hormonal. Puis ensuite, il y avait des chirurgies. Alors, ce qui était quand même un minimum demandé pour obtenir le changement de la mention sexe à l'état civil, c'était ovariectomie, hystérectomie ou bien vaginoplastie. Donc là, il s'agit dans ce travail d'hommes trans, donc ce sont des personnes qui sont passées au moins par l'ovariectomie, hystérectomie. Pour ensuite arriver à la modification de l'état civil, point important pour les centres d'AMP, puisqu'il fallait que le couple soit composé d'un homme et d'une femme au sens juridique. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, on a des parcours plus différents. C'est là où j'avais fait un schéma sympa, mais c'est pas grave. Donc, je vous ai dit que mon travail s'est greffé sur un protocole de recherche quantitatif. Sur tout le protocole, moi, je me suis intéressé à un outil spécifiquement. L'outil en question s'appelle le FMSS, le 5-Minute Speech Sample, qui consiste à un entretien court. Alors, on dit entretien, en réalité, ce n'est pas vraiment un entretien, dans le sens où on n'intervient pas. En réalité, on demande aux parents de parler pendant 5 minutes de son enfant. C'est libre. C'est-à-dire que... Enfin, c'est libre. C'est pas exactement libre. Il y a une consigne que je vais vous donner pour vous donner un peu une idée. La consigne est un peu longue, mais elle est assez claire dans le sens où elle demande... je vais vous la donner en fait. La consigne dit « J'aimerais vous entendre parler de vos pensées et de vos sentiments concernant donc le nom de l'enfant, en vos propres mots et sans aucune interruption de ma part par des questions ou des commentaires. Lorsque je vous demanderai de commencer, j'aimerais que vous me parliez pendant 5 minutes en me disant quel genre de personne est votre enfant et comment vous entendez avec lui ou elle. Une fois que vous commencez à parler, je préfère ne répondre à aucune question avant la fin des 5 minutes. » Alors, il n'y a pas d'effet de surprise. Lors de l'entretien, on lit la consigne une première fois, on peut la lire plusieurs fois, on demande au participant s'il a des questions, s'il veut préciser des choses, et ensuite, donc c'est enregistré, ensuite on précise bien que ça sera enregistré, on lance l'enregistrement et la personne parle. On n'intervient pas du tout. Si jamais il y a vraiment des difficultés, on peut relancer une fois, mais pas vraiment plus. Alors, moi, ce qui m'intéressait avec cet outil, c'est que, alors du coup, il y a toute une cotation spécifique en fait pour cet outil. En fait, l'idée, c'est de pouvoir, a priori, mesurer les émotions exprimées qui s'inscrivent dans tout un cadre théorique autre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire que finalement, si on demande à un parent de parler de son enfant, de quoi est-ce qu'il va nous parler ? Eh bien, probablement de l'expérience de sa parentalité, donc de paternité ou de maternité. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à faire dans l'analyse
dans une analyse assez fine de ces entretiens de 5 minutes. Donc, j'ai posé ma problématique de thèse sur essayer de savoir comment est-ce qu'un homme trans pouvait définir son expérience de paternité. Donc, c'est avec cette question-là que je suis partie du coup sur l'analyse de ces enregistrements. Du coup, pour cette analyse, il m'a fallu quand même construire une méthode d'analyse puisque je n'allais pas plaquer l'analyse qui était précédemment donnée pour cet outil, puisque moi, je l'utilisais tout à fait autrement. Donc, ce que j'ai fait, c'est dans un premier temps, je me suis inspiré de méthodologies principalement phénoménologiques. Je ne sais pas si vous connaissez l'IPA, l'Interpretative Phenomenological Analysis. Alors, c'est une méthode qui implique également une spécificité dans la façon dont on mène l'entretien. Donc ça, moi, évidemment, je n'allais pas le faire puisque l'entretien, il était très standardisé. Ce sur quoi je me suis appuyé, c'est sur la méthode d'analyse de ces entretiens. Donc, je suis partie du coup sur une analyse qui était de lire, d'écouter les entretiens, d'essayer de faire des commentaires et de reprendre les thèmes et les sous-thèmes qui pouvaient apparaître autour de ces analyses. Donc ça, c'est un premier temps. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est de me dire, de considérer en fait ce matériel comme du matériel projectif. Et donc du coup, en essayant d'analyser un peu en 2 temps ce matériel, avec un premier temps où je pouvais m'intéresser davantage au contenu manifeste, avec une analyse du discours, ce repérage thématique du coup inspiré de l'IPA, et un deuxième temps davantage sur le contenu latent. Où là, qu'est-ce que je tentais de faire? J'essayais de prendre un petit peu les liens associatifs qui pouvaient apparaître dans cet entretien de 5 minutes. Dans la mesure où il est libre, je me suis dit, mais finalement, c'est de la même façon lorsqu'on peut être en analyse, à défiler les associations, et je me suis dit probablement qu'il y a quelque chose d'assez intéressant d'essayer de reprendre un peu comment défilent les idées. Quelles sont les choses qui apparaissent, voire qui réapparaissent. Également de tenter une considération aux éléments de pause, où est-ce qu'ils pouvaient arriver, le rythme, la prosodie. Enfin, j'ai fait un peu comme j'ai pu, mais en tout cas, j'ai essayé vraiment d'accorder une importance à ces éléments-là. Donc ça, sur la dimension de ma méthodologie. Sur le plan du coup voilà, combien de personnes est-ce que j'ai rencontré? J'ai rencontré en fait 16 pairs. Alors, parmi cet ensemble, il y avait donc 16 pairs qui constituent du coup 16 couples parentaux en fait. Parmi eux, il y en avait 2 qui étaient séparés de la mère de l'enfant. Au niveau des enfants, du coup, ça représentait pour l'ensemble 31 enfants, puisque plusieurs couples avaient eu plusieurs enfants. Donc, on a des fratries qui allaient jusque 4, puisqu'il y avait des grossesses gémellaires. Et voilà, avec des âges, du coup, des enfants qui allaient de 6 mois à 12 ans, si je ne me trompe pas. Donc, au niveau des résultats, alors là, de la même façon, il y a du coup la représentation un peu de mes thèmes et sous-thèmes. C'est pas grave, je vais vous la donner. En gros, les 3 grands thèmes qui sont sortis de l'analyse de ce groupe a été un premier élément autour de l'être père. Qu'est-ce que c'est que être père sur 3 valences, donc mes 3 sous-thèmes, qui sont d'abord le devenir père. Donc ce moment un peu d'émergence de ce sentiment de paternité, ça pouvait apparaître ou bien autour d'interrogations qui pouvaient y avoir au moment de la grossesse, un peu avant la naissance de l'enfant, ou bien au moment de la rencontre avec l'enfant. Cela pouvait apparaître aussi sur des éléments davantage du côté de la fierté qui pouvaient être exprimés de leur, et qui traversaient leur identité vis-à-vis de leur enfant, cette fierté de cet enfant. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, davantage du côté de l'identité, avec des interrogations autour d'éléments potentiellement de similitude entre l'enfant et le père, des choses qui revenaient, il est comme moi, il a de qui tenir, des éléments de cet ordre-là, les qualités et défauts aussi qui pouvaient arriver en écho, et d'autres éléments du côté du genre. Qui était questionnement autour de la question de préférence de sexe ou pas de l'enfant, et des interrogations autour de la norme qui apparaissait. La norme
de genre, la norme extérieure, des attendus en fait un peu sociaux. Premier thème. Deuxième thème, la question de la relation père-enfant, avec à nouveau 3 dimensions. Une première dimension autour du partage, des échanges, tout ce qui va être dans la relation père-enfant, des activités, des jeux, éventuellement des éléments aussi de rivalité, davantage masculine, qui pouvaient apparaître. Deuxième élément qui concernait un peu ce que j'ai appelé le rapport au tiers, c'est-à-dire un peu la dimension des autres, des tiers qui pouvaient apparaître dans cette relation duelle père-enfant, donc la mère, mais également la fratrie était présente, d'autres membres de la famille qui étaient nommés et présents dans l'environnement. Et le troisième élément que j'ai relevé au sein de cet ensemble relation père-enfant, autour des éléments d'expression du sentiment d'amour du père vis-à-vis de l'enfant, qui était assez présent, avec des besoins d'être ensemble, avec des questionnements autour d'une fonction parentale de séparation aussi, d'avec l'autre parent, de devoir poser aussi des limites. Enfin, ces éléments-là qui arrivaient, qui étaient traversés par cette dimension un peu de ce sentiment vécu de l'amour du père vis-à-vis de l'enfant. Et le troisième thème, du coup, qui tournait autour de la singularité de l'enfant. Qui était cet enfant singulièrement, ses caractéristiques en propre, le fait de ce petit être, en fait, qui était différencié du père, de la mère, d'autres éléments. Avec donc, du coup, j'ai scindé cet élément en 2 choses. Du constat davantage autour de l'actualité de l'enfant, ce qu'il pouvait exprimer aujourd'hui, le nom, ce qui le différenciait, et des interrogations du père vis-à-vis de l'avenir. Comment accompagner son autonomie, comment il allait pouvoir devenir plus tard, les projections que le père pouvait avoir vis-à-vis de cet enfant dans le futur. Donc ça, c'est mes résultats de mon relevé thématique. De façon transversale, dans les entretiens, il y a des éléments que j'ai rencontrés qui m'ont pas mal interrogé, que j'ai été un peu en difficulté à pouvoir nommer et définir dans ces entretiens. C'était des choses qui tournaient autour davantage de préoccupation. Alors je suis entre préoccupation, angoisse. Je me disais, bon, c'est pas exactement de l'angoisse tel qu'on pourrait l'entendre. C'est pas simplement des préoccupations. Donc j'ai tenté de reprendre un peu et d'isoler ces moments-là de tension finalement dans les discours que je repérais. J'ai essayé de les isoler et de voir un peu en quoi est-ce qu'ils pouvaient se ressembler. Et j'ai déterminé 2 critères en fait à ces points-là que je relevais dans les discours. Le premier point, c'était que il s'agissait d'éléments qui pouvaient apparaître une première fois dans le discours, puis le discours se poursuivait sur autre chose, puis revenir à d'autres moments. Parce que du coup, je faisais des schémas en fait pour suivre le fil associatif. Donc du coup, j'avais des trames, et puis ensuite, il y avait des choses qui revenaient avant. Donc je me disais, bon, en fait, il y a des éléments qui reviennent. Donc je me suis demandé dans quelle mesure aussi sur le plan psychique, il ne s'agissait pas des choses un peu qui agitaient sur le plan des préoccupations du parent. Donc je me suis dit, ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est qu'il s'agissait, en fait, de ce qui m'est apparu, de questions qui apparaissaient pour le père un peu comme des énigmes, dans le sens où il s'agissait de questions à laquelle il n'y avait pas de réponse possible à apporter sur le moment. Des questions impossibles, en fait, pour le père à résoudre, mais qui étaient là, et vis-à-vis duquel il ne pouvait pas se défaire. Alors, je vais vous donner des exemples. Là, je vous parle simplement dans mon processus. Et donc du coup, j'ai tenté pour l'identifier, j'ai proposé du coup de le nommer Intranquillité, en fait en m'appuyant sur le livre de Fernando Pessoa, le livre d'Intranquillité, avec ce mot portugais, le desassossego, qui fait référence quand même à quelque chose d'une agitation, quelque chose qui vient, qui repart. Et j'ai trouvé que c'était un peu intéressant de pouvoir s'appuyer sur ça pour isoler cet élément qui, moi, m'interrogeait dans ce que je rencontrais dans l'analyse de ces entretiens. J'ai distingué 3 grands ensembles, en fait, de signes d'intranquillité. Un premier autour de la question de la transmission, c'est-à-dire de questionnement autour d'enjeux de transmission, c'est-à-dire que ces points-là portaient sur ce que le père pouvait interroger autour de ce qu'il pourra apporter à son enfant, notamment au regard de son parcours de transition.
un deuxième point qui interrogeait la question de l'ajustement de la place du père, où en fait le père, face à des difficultés qu'il pouvait observer chez l'enfant, venait, alors c'était des difficultés qui pouvaient être à la fois d'ordre psychologique ou d'ordre somatique, mais où le père pouvait s'interroger du coup vis-à-vis de son positionnement, quel est mon positionnement pour pouvoir au mieux accompagner l'enfant dans l'actualité. Et le troisième ensemble est davantage sur l'avenir, comment accompagner le devenir de l'enfant, où le père s'interroge sur comment faire sur l'après. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que sur ces signes d'intranquillité, j'ai tenté aussi de voir dans quelle mesure est-ce qu'il y avait des choses qui portaient sur la situation de la transidentité du père spécifiquement ou pas. Alors moi, ce qui m'apparaît, c'est que donc j'ai repéré en fait sur tous mes entretiens, puisque c'est un entretien par enfant, donc du coup j'avais 31 entretiens, que j'ai repéré, je crois, 7 ou 8 signes d'intranquillité dans les entretiens. Je pense qu'il y a à peu près seulement la moitié, enfin seulement, ce qui est pas mal, hein, mais la moitié qui peut être en écho avec la situation de la transidentité du père. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, donc, dans ce premier ensemble autour de la question de la transmission, il y a la situation qu'un père rapporte vis-à-vis d'un de ses enfants qui est assez grand lorsqu'on se rencontre et qu'il évoque ce moment lors de la grossesse où le sexe de l'enfant est annoncé, donc lors de l'échographie. Et il dit qu'à ce moment-là, il y a eu un moment d'émotion assez importante où le sexe annoncé était garçon. Et donc, comment je le rencontre, c'était un père, mais le futur père s'interroge et se demande, mais mince, en fait, comment je vais faire ? Comment je vais faire pour être... Alors, il n'exprime pas comme ça. Il dit, sur le moment, ce que je me suis dit, c'est comment je vais faire pour avoir un petit garçon alors que moi-même, je n'ai pas de zizi. Il le présente de cette façon-là. Et donc, c'est quelque chose qui est présent. Il en parle avec sa compagne. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est donc il en parle aussi des années plus tard à son fils. Il en parle d'ailleurs à l'occasion de rendez-vous qu'il a, puisque pour la recherche, où du coup il revient et donc il parle de ça, et donc il en parle à son fils. Et son fils lui dit en fait, je vois pas où est le problème. Enfin, c'est pas tellement un problème pour moi. Et donc il se dit donc des années plus tard que en fait enfin voilà, ça va. Mais il a pu être rassuré. Enfin, c'est pour ça que c'est pas tellement de l'angoisse parce que c'est pas exactement ça, mais c'est quand même quelque chose qui l'a occupé d'une certaine façon pendant un certain temps et qui peut un peu s'apaiser lorsque ça peut être nommé, ça peut être discuté. Voilà, donc ça c'est un premier signe. Si je prends par exemple parmi le deuxième ensemble autour de la question de l'ajustement de la place du père, il y a des situations où quel exemple je pourrais donner ? Il y a l'exemple d'un père qui interroge beaucoup sa place au niveau de la dyade mère-enfant, notamment parce que la mère avait eu des difficultés quand même en post à la suite de l'accouchement. Et donc du coup les enfants appelaient beaucoup leur mère et donc voilà, ce père s'interrogeait sur comment parvenir à trouver sa juste place, c'est-à-dire pouvoir en effet être là au sein de leur relation mais sans forcément être trop dépassé, prendre trop de place. Bon, ça c'est des interrogations qui m'ont pas semblé être en lien avec la situation de la transidentité du père, mais qui tournent autour de cette question de l'ajustement de la place aussi dans l'organisation familiale. Alors, autour de la question, par contre, de l'ensemble accompagner le devenir de l'enfant, je peux vous donner l'exemple d'une autre situation où un père, lors de l'entretien de ces 5 minutes, présente une image de l'enfant comme très idéalisée. Alors, l'enfant a environ 5 ans.
c'est l'enfant, enfin il est parfait, tout se passe très bien, il est magnifique. Et donc il évoque à un moment de l'entretien, il dit c'est un enfant que je voudrais voir grandir tous les jours, que je voudrais protéger, que je voudrais accompagner tout au long de sa vie. Et à la fin, alors à la fin de l'entretien, moi, je le savais un peu avant, puisque du coup, dans le cadre de la recherche, il y avait des consultations à part dans le cadre de ce protocole de recherche. Mais donc moi, je savais que le père était séparé de la mère de l'enfant. Et j'ai appris qu'en fait, la séparation s'est extrêmement mal passée, dans le sens où, lors de la séparation, la mère a voulu destituer le père de sa place de père en mettant en avant non seulement la transidentité, mais aussi le fait qu'il n'y avait pas de lien génétique entre l'enfant et son père. Donc c'est des éléments qu'elle a voulu mettre en avant pour destituer le père, mais vraiment sur le plan juridique, de son statut de père. Et à la fin de cet entretien, le père, donc, il me donne, voilà, il me dit tout va bien, super. Et à la fin de l'entretien, il me dit bon, mais en fait, par contre, quand même, qu'est-ce que vous pensez de mon enfant? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il n'a pas de difficultés? Parce que quand même, la séparation est difficile. Moi, je pense qu'il y a des, enfin voilà, est-ce que ça n'a pas un impact? Et je me suis dit bon, c'est quand même tout à fait intéressant que ce soit pas du tout apparu dans cet entretien, et voire même que ce qui était présenté était quelque chose d'extrêmement idéalisé, également dans la qualité de leur relation. Donc là, par ailleurs, c'est une question aussi que je pose sur une fragilisation aussi de la dimension finalement, en fait, de par le don de gamètes, il y a donc pas de lien génétique avec l'enfant. Cette dimension du biologique est quand même très très présente, même également encore dans les tribunaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant dans les demandes pour les reconnaissances de paternité, des arguments du côté de la biologie qui sont mis en avant. Il y a quelque chose quand même qui reste très présent, qui est que la biologie, c'est indéfectible un peu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment le remettre en question. Et là, ce père a été très concrètement confronté au fait qu'on le destituait, on cherchait en tout cas à le destituer de ce statut. Ça, plus l'argument bien sûr de sa transition, remettre en cause des possibles compétences paternelles. Alors bon, bien sûr, ça n'a pas du tout été maintenu.